ici Alain Gravel, bienvenue à Enjeu. Un suicide est en principe un acte privé, mais quand 5 policiers s'enlèvent la vie en 3 mois, comme c'est arrivé l'hiver dernier au Québec, ça devient préoccupant. Ces événements sont venus troubler les rangs des policiers. Comment les expliquer? L'aide offerte aux policiers qui exercent un métier difficile et souvent mal perçu par la population est-elle suffisante? Pour une des rares fois, des policiers se vident le cœur ce soir, dans des témoignages recueillis par mes collègues Hélène Courchaine et Léon Laflamme. Alain Roy est jeune, 38 ans, et heureux de s'être installé ici, devant la rivière Richelieu, car il passe des heures à la regarder. Non pas par choix de vie, mais plutôt parce qu'il n'y a que ça qui l'apaise. Alain est en congé de maladie depuis 15 mois. Ma situation présente est due à un burn-out qui n'a pas été soigné. Et j'ai persisté à travailler et ça m'a amené dans un état Ça a aggravé. Ça a aggravé ma situation. Policier à la Sûreté du Québec depuis 14 ans, il travaille d'abord en Gaspésie, puis à Shefferville, une région éloignée. Il demande à travailler de nuit, une période plus difficile, et c'est là où il se sent le plus utile. Il connaît un premier épuisement professionnel en septembre 2002. J'ai trop travaillé et je prends trop les choses à cœur. Je m'implique trop. L'épuisement le gagne. Il doit prendre congé pendant quelques mois. À son retour, on l'envoie à sa demande dans une région encore plus isolée, Radisson. À nouveau, il se plonge dans le travail avec son stress, ses longues heures et en plus, la solitude. Puis un jour, en décembre 2003, la marmite saute. C'est la dépression. J'ai appelé 2 ou 3 personnes à qui je tenais à cœur, dont un de mes amis qui est venu me chercher. Qui est parti de Saint-Jean, oui. Pour revenir vous chercher jusqu'à Radisson, Oui. qui est pas à la porte d'à côté. Non, c'est 1500 km durant une tempête. Il est venu me chercher, on a quitté Radisson et ça n'a pas bien été non plus. C'est là que ça a dérapé. Ça a dérapé dans ma tête beaucoup. Et j'ai eu un accident. C'est vous qui conduisiez votre voiture, vous n'étiez pas dans la même voiture? Non, non, non. Lui, il a monté avec sa propre voiture. Et moi, je redescendais, on suivait. Un accident volontaire? Donc, j'ai dérapé. Il y a un poteau qui traversait la rue. Alain a voulu mettre fin à ses jours, mais la vie a choisi pour lui. D'ailleurs, si les choses avaient mal tourné, il aurait été un des rares policiers à l'époque à s'enlever la vie. En effet, on a noté une baisse importante du nombre de suicides chez les policiers du Québec qui est passé de 6 en 1998 à un seul en 2003. Le taux de suicide des policiers n'est en fait que le tiers de celui de la population en général. Puis, en l'espace de 3 mois, soit entre novembre 2004 et février 2005, voilà que 5 policiers de la Sûreté du Québec et du service de police de la Ville de Montréal s'enlèvent la vie. Ces suicides en rafale envoient des ondes de choc dans tous les corps policiers, particulièrement ceux qui sont touchés. Jean-Guy Dagenet est président de l'Association des policiers provinciaux du Québec. Pour lui, c'est un coup dur à encaisser. Non seulement 3 des victimes étaient des policiers de la SQ, mais un d'entre eux, Pierre Aymon, était un ami proche, son vice-président, avec qui il a dîné la veille de son décès. Vous savez, c'est toujours dur de trouver les réponses. On se questionne, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'entraînement? Est-ce qu'il n'y a pas une influence? Et je vous dirais une chose, c'est sûr que souvent, malheureusement, chez nous, les policiers ont une arme de service. Donc, c'est sûr que des fois, malheureusement, c'est un outil qu'ils ont à portée de la main pour mettre à exécution le suicide. Pour sortir de sa détresse,
Alain fait appel au programme d'aide aux employés de la SQ, qui offre 8 rencontres par année avec un psychologue. Mais dans son cas, c'était nettement insuffisant. Je pourrais vous dire qu'on se sent abandonné. Par la direction. Par la structure. Partout. Dans mon cas, c'est pratiquement vérifié, la preuve. Ça fait 15 mois que je suis en dépression majeure. Et la seule fois que mon employeur m'a appelé, c'était pour me dire que mon certificat médical était expiré depuis 2 jours. Alors ça, c'est une de mes 2 armes que j'ai. C'est une arme de chasse. Oui, c'est ce qu'on appelle une 22 Magnum. C'est pour le petit gibier. Ce qui a aussi laissé Alain songeur, c'est lorsque ses supérieurs sont venus lui retirer son arme de service par mesure de prévention. Alain avait aussi en sa possession des armes de chasse dûment enregistrées. Lorsqu'on retrait l'arme de service, c'est bien, là. C'est bien. Mais suicide-toi, mais pas avec notre arme. Donc, je peux prendre ma 30-30. Son aide, Alain Roy l'a trouvée sur Internet. Une maison d'accueil pour policiers et policières en détresse, La Vigile, la première du genre en Amérique du Nord. Comment ça va? Comment ça va? J'ai la rancune encore beaucoup. J'ai la rancune, j'ai la colère. Envers quoi? C'est facile de dire envers le patron. Mais avec ce qu'on nous demande d'être professionnel, d'être performant, d'être au-dessus de tout, je trouve qu'on est vite abandonné. Et là, avec les ressources qui sont peut-être disponibles, en tout cas, qui semble-t-il être disponibles à la Vigile, j'espère trouver des outils pour passer à travers cette colère-là, aller surmonter ce plateau-là que je traverse et que je suis pas capable de surmonter. C'est le bureau de la Vigile. On a une permanence ici. Située dans la région de Québec, La Vigile peut accueillir jusqu'à 20 policiers et agents de la paix qui ont besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des policiers qui arrivent à se suicider. Ils savent quoi faire quand il y a un problème. Mais ils vont s'isoler avec le problème. Ils vont essayer tout seuls de faire les choses pour essayer de régler les difficultés par eux-mêmes, tout en restant confidentiel le plus possible, ils n'en parlent pas. Puis finalement, ils arrivent à un état de crise, ils ne sont pas capables de gérer, puis c'est là qu'ils peuvent passer à l'acte. Policier depuis 32 ans, Jacques-Denis Simard a longtemps travaillé au programme d'aide aux employés de la SQ avant de fonder La Vigile en 2003. Un programme d'aide, c'est limité à un nombre X d'entrevues. Ça dépend des programmes d'aide qui existent. Là. Il y en a plusieurs types là, de programmes d'aide, mais celui à la Sûreté du Québec, que je connais, il offre 8 entrevues gratuites. Et dans ensuite, dans une année. Et c'est juste, on fait juste le tour, dans le fond, avec ça. Là. On n'arrive pas à soulager quelqu'un d'une souffrance. Là. On peut juste identifier la problématique. Là. On n'a pas fait d'autre chose. Là. Ici, le personnel rencontre les résidents individuellement ou en groupe. Il s'agit de créer un temps d'arrêt dans un lieu extérieur pour favoriser le dialogue. La maison vit au rythme des dons d'organismes policiers. On peut y séjourner 1 mois et même plus, le tout gratuitement. Les gens qui travaillent pour la Vigile sont des gens formés, sont des gens qui connaissent les milieux de travail dans lesquels l'employé évolue. Des policiers ou d'ex-policiers? Oui, qui connaissent déjà les enjeux qui sont reliés au travail, le stress vécu, les problématiques qui sont semblables là, pour tous les corps de police, là, et les agents de paix, services correctionnels aussi. Là. Alors, c'est semblable. Alors, ils connaissent les enjeux, connaissent le stress, connaissent les problèmes familiaux, conjugaux qui peuvent en découler. L'usure qui peut se produire aussi à travers ça. Gérard Briand, policier à la retraite et cofondateur de La Vigile, a souvent travaillé avec des policiers qui vivaient de graves dépressions. Qu'est-ce qu'il fait quand il y a des problèmes? Il est habitué à les régler vite. Il les règle vite aussi, c'est son problème. C'est pas long. S'il y a de la misère un peu, il tasse un peu, ça va s'arranger tout seul. La semaine d'après, un autre voyage, ça va s'arranger tout seul. Ça va s'arranger tout seul. Il tasse ça. Puis il n'est pas à l'écoute de ses émotions parce qu'il est habitué de s'y couper face à une situation critique. Alors, il n'est pas à l'écoute de son corps.
Un jour, la marmite. Il accumule le stress, la pression, puis un jour, la marmite saute. Il y a une usure qui est là. Je vois que les tâches ont augmenté. Le temps de travail, de prestance de travail a augmenté aussi. Il y a beaucoup de surtemps qui se fait. Et donc, si on dit surtemps, ça veut dire aussi plus d'absence de la maison. Donc, moins de contacts familiaux et conjugaux. Et ça peut apporter des problématiques à ce niveau-là. Capitaine de police et psychologue, Normand Boudreau vient prêter main forte à titre de bénévole à la vigile. Il comprend que même s'ils sont préparés à faire ce travail, les policiers doivent constamment négocier avec les horaires brisés, l'éloignement et surtout le stress. Le policier qui se rend sur un événement se rend toujours sur quelque chose de stressant. Rarement, il va aller se rendre dans des conditions agréables, positives. C'est lui le premier qui arrive sur l'urgence, qui arrive sur la situation. Alors, l'enquêteur vit aussi des stress, probablement un petit peu différents. Il vit aussi des stress. Mais sur les événements, c'est les policiers qui arrivent au moment où il y a des gens qui sont blessés, prisonniers d'une voiture. L'enquêteur ne voit pas ça. Le dernier témoin qui devait témoigner. Les enquêteurs vivent aussi des frustrations, particulièrement reliées au système de justice. C'est d'ailleurs à la veille de témoigner en cours lors d'un procès qui inculpait un ex-agent de police accusé de meurtre que l'agent Denis Matteau s'est enlevé la vie en janvier dernier. Selon moi, il n'y a pas un métier qui est surveillé comme le métier de policier. On fait l'enquête, notre patron lit notre dossier. C'est envoyé au procureur de la Couronne qui lit notre dossier. Là, le procès est en marche. Le procureur de la Défense a notre dossier pour essayer de trouver la petite faille qu'on a oubliée. Le juge va étudier notre dossier. Les journalistes vont étudier notre dossier. Toujours en fonction de est-ce que vous avez fait votre travail comme il faut. Comme il faut. Et si quelqu'un porte une plainte à la commission de police, instantanément, il va y avoir un enquêteur ou deux qui va tout faire l'enquête pour la personne qui se plaint et qui va enchaîner les procédures pour essayer de trouver ou prouver que le policier vraiment a fait une erreur majeure. Michel Deblois est aujourd'hui retraité et électricien. Mais il y a 1 an, il était encore policier aux enquêtes criminelles à la SQ, où il a passé une bonne partie de sa carrière. La pression du milieu l'a fait craquer. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la police? C'est ce qu'on voit tout le temps du négatif. Moi, c'est comme une anecdote que je compte à plusieurs. Quand la police va cogner chez vous à 3h30 dans la nuit, c'est pas pour dire que tu as gagné 6,49. Hein? Fait que c'est tout le temps dans le noir qu'on vit, tout le temps. Aux prises avec un sérieux problème d'alcool, des problèmes conjugaux, Michel touche le fond. En 1995, j'avais pensé de me suicider. J'étais allé sur un quai dans ma région avec mon revolver, un 357, puis je l'ai à côté là. Vous êtes rendu jusque-là? Oui. Ben, disons qu'il y avait la consommation de boissons, puis il y avait des relations familiales qui causaient 100% par mois. Ça allait vraiment pas bien. Ça fait que là, je voyais juste ça comme lumière. Mais... Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui m'a arrêté? Je sais pas... Ben, je le sais, vraiment, qu'est-ce qui m'a arrêté, c'est... J'ai pensé à mon garçon. Mon garçon, en 95, il avait 12 ans. 12-13, là. Fait que là, j'ai pris le revolver, puis j'ai tiré dans les airs comme ça. Est-ce que vous avez tenté, à ce moment-là, un peu avant ou autour de ces années-là, de trouver de l'aide au sein des forces policières? Il n'y en a pas, madame. Ça fait que... Puis il y avait une espèce d'aide au personnel, là. Mais 8 visites, qu'est-ce qu'on peut faire avec 8 visites? Ça fait 8 visites pour un choc post-traumatique, là. Mais pas pour une maladie comme l'alcoolisme. Puis le mal-d'être aussi ici. Michel s'est retrouvé à la vigile car pour lui, seul un autre policier pouvait le comprendre. Moi, je suis de la génération qu'une police, ça pleure pas. Mais là, ça commence à s'améliorer un petit peu. Ça ne demande pas d'aide, non, parce que tu te fais passer pour un faible. Des entrevues comme on fait là, ceux que, là, 10 ans, il y aurait, d'après moi, aucun policier serait venu s'asseoir ici. Michel Deblois s'en est sorti. Mais malheureusement, la vigile ne peut sauver tout le monde.
Avant de s'enlever la vie, Sylvain Étier, un des 5 suicidés, avait frappé à leur porte. C'est sûr que sa venue ici n'a pas été suffisante. Moi, je pense que l'aide qu'il aurait dû avoir, ça aurait dû être bien avant ça. Bien avant ça. Aussitôt qu'il y a eu que le germe du drame était là, il aurait dû être sorti de son milieu, aidé. Le 29 novembre 2004, Sylvain Étier s'est jeté devant un train. Si le policier se confie rarement, il est encore plus sur ses gardes depuis l'adoption de ce qu'on appelle dans le milieu la nouvelle loi de police, qui s'applique à tous les corps policiers. En vigueur depuis l'an 2000, cette loi a voulu mettre un terme à l'omerta policière. La loi prévoit que tout policier doit informer son directeur du comportement d'un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique. Le capitaine Normand Boudreau est cadre au service de police de la Ville de Québec. S'il approuve l'esprit de la loi, il réalise toutefois qu'elle crée beaucoup de stress. On pourrait juger que c'est bien correct tout ça. Je pense qu'on pourrait le dire aussi. Mais de l'imposer dans une loi, ça crée une tension qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, c'est encadré d'une manière tellement stricte que le policier agit avec plus de réserve, peut-être correctement, mais avec aussi plus de crainte. On a des hésitations qu'on n'aurait pas eues il y a à peine 5 ans. La nouvelle loi a eu pour effet de doubler les effectifs du département des affaires internes qui fait enquête sur les policiers. En 5 ans, le nombre d'enquêteurs à la SQ, par exemple, est passé de 19 à 39. Le nombre d'enquêtes a aussi doublé au cours de la même période. Les policiers, les plus âgés surtout, ont l'impression que la loi affecte directement l'esprit de corps de leurs troupes. Aujourd'hui, on dirait que les policiers sont de moins en moins solidaires à cause de cette loi-là en particulier. Quand tu peux même faire confiance à ton partenaire, ça va pas bien. T'as assez de la société à t'occuper, entre guillemets, qu'au moindre petit faux pas, ils vont t'accuser, puis tu vas être poursuivi. Puis là, que t'as ton confrère à côté de toi, tu peux même pas y faire confiance. Là. Présentement, d'après moi, ce que je pense qui est très stressant pour les policiers, c'est de savoir qu'ils sont sous enquête. Alain a lui-même fait l'objet d'une enquête interne suite à une plainte disciplinaire pour manque de respect et pour harcèlement en mars 2002. Et cette pression-là que j'ai vécue, à tort ou à raison, mais je l'ai vécue pareil, est entre autres due à ces enquêtes-là. Finalement, ça n'est qu'en janvier 2005, soit 3 ans plus tard, qu'Alain a enfin reçu une lettre l'exonérant de tout blâme. Mais le prix à payer a été élevé. Ça fait partie inhérente et c'est intégralement les choses qui m'ont rendu dans un état si dépressif. Par ailleurs, le stress au travail, les enquêtes, les nouvelles contraintes n'expliquent pas tout. Et les corps de police cherchent désespérément une réponse au suicide de 5 de leurs collègues. Jean-Guy Dagenet, lui, a été frappé par l'âge des policiers décédés. 4 sur 5 avaient entre 40 et 55 ans. Et il ose une explication. Vous arrivez à 40 ans, ça fait déjà, vous avez 15 ans de service, donc vous avez accumulé votre stress à tous les jours. Vous êtes confronté aussi toujours au côté négatif. Chez les policiers, plus on est jeune, plus le taux de suicide est bas. Mais chose curieuse, il augmente chez les retraités. Aussi, les corps policiers, ce sont des confréries, les gens se confient entre eux autres, développent des amitiés, et souvent les policiers ont des amis policiers. Alors que quand vous prenez votre retraite, là, les amis policiers s'éloignent, et vous revenez à la vie, je dirais, normale, entre guillemets. Et là, le policier se retrouve peut-être des fois isolé.
3 des policiers qui se sont suicidés dernièrement l'ont fait avec leur arme de service. Penser un programme de prévention du suicide pour une population armée n'est pas évident. Les policiers de Montréal en ont mis un sur pied, semble-t-il unique et performant. Mais la direction a refusé notre invitation à venir nous en parler. Même chose pour la direction de la SQ, qui a refusé de venir défendre son programme. Dans les 2 cas, on nous a expliqué que les policiers sont encore trop secoués par la mort de leurs collègues. Il est clair que la Vigile répond à un besoin urgent. La demande d'hébergement est passée de 11 policiers en 2003 à 45 l'année suivante. Et depuis janvier dernier, 10 personnes déjà ont été admises. Dans les personnes qui sont venues dans les derniers mois avec nous à la Vigile, qui ont bénéficié des services, beaucoup avaient des idées suicidaires. Puis on était capable avec eux de découvrir la racine de ce mal-là pour les aider justement à recomposer avec le choix de vie, de faire le choix de vivre puis de continuer. Alain est aujourd'hui en congé chez lui. Sa thérapie n'est pas terminée, mais déjà beaucoup de choses ont changé au point où il envisage même un retour au travail. Je me sens beaucoup plus calme, plus en paix avec moi-même. J'ai réalisé de grandes choses à l'intérieur de moi. J'ai pris conscience plus de mes forces et de mes faiblesses. Alain réalise maintenant en quoi son histoire est peut-être différente de celle de ses 5 collègues suicidés. J'ai pas connu les dernières minutes de leur vie. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné, les miennes, mes minutes, ont passé proche d'être les dernières. Ce que je peux vous dire, c'est qu'entre eux et moi, c'est que j'ai parlé et j'ai été chercher de l'aide.